Michael Wilson est un de ces Américains tombés amoureux de Paris. Mais contrairement à ses compatriotes, ce n'est pas sur les Champs-Élysées ou à Montmartre qu'il aime se balader. Bonjour, comment ça va? Tous les week-ends, ses pas le ramènent dans ses allées où s'exposent des meubles aussi étonnants qu'insolites. Chaises, lampes, bibelots, un bric-à-brac d'objets qu'on aurait parfois du mal à installer dans son salon. Comme cette horloge géante. Il est combien? 6 500 €, of course. Une petite horloge pour les cuisines? 3,25 m de diamètre, oui. D'un stand à l'autre, Michael Wilson a l'œil expert du chineur. Dès qu'il repère un objet, il le prend en photo et surtout, demande l'essentiel. Et les prix? Le meilleur prix marchand, je peux faire 1 000 €. 1 000 €. Et les choses comme ça, j'ai jamais vu sur les marchés. C'est une pièce qui est très... c'est rare. C'est les choses... Moi, je cherche les choses que j'ai jamais vues. C'est une veste de pompier. Et si ses goûts paraissent pour le moins éclectiques, joli. c'est que Michael Wilson n'achète pas pour lui, mais pour une clientèle très fortunée. Il est combien? 1 500 €, 1500. à peu près. Ça devrait être 10 000, mais C'est poète. on reste abordable. Ses clients, ce sont des célébrités américaines. Les acteurs Richard Gere et Demi Moore ou le rappeur Kanye West. Des personnalités prêtes à mettre le prix dans la décoration de leurs intérieurs, quitte à acheter en France du mobilier fabriqué chez elles. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les chaises de Star Trek. Ça vient de les séries télévisées. Ça vient de où exactement? Alors c'est américain évidemment, et c'était dans le feuilleton Star Trek. J'ai la preuve de ce que je vous annonce. Voilà, ici vous avez Les photos dans la la série. photo dans la série Star Trek. Et ce sont vraiment les originaux. Ah, ce sont des pièces d'origine que nous avons chinées aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'au plus, on peut encore trouver des trésors. Ah oui, oui, toujours. Mais Autre il n'y a chose. pas que des trésors non plus, j'imagine. Non, c'est beaucoup, comme je dis, vous avez, comment vous dites politement, les merdes? Non, Ça, c'est pas la version polie. ah oui, d'accord. Bon, mon français n'est pas très bien. Vous trouvez tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. De la statuette improbable à la relique baroque, du bestiaire imaginaire au trophée de chasse stylisé, des perles rares au milieu de bricoles sans intérêt. Voilà ce qui fait l'esprit, le charme de ce marché à nul autre pareil, qui fait vivre sa légende depuis plus d'un siècle aux portes de Paris. Et pourtant, de prime abord, le lieu n'a rien d'engageant. Un fouillis de toits de tôle qui borde le périphérique, des dizaines de cabanons collés les uns aux autres. Le marché aux puces de Saint-Ouen se situe au nord de Paris. 7 hectares aux contours irréguliers qui sont devenus au fil des ans un des endroits les plus courus de la capitale. 4 millions de visiteurs par an, le premier marché d'antiquités au monde. Dans ce labyrinthe de ruelles, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. On trouve de belles boutiques, comme des étalages, à même le trottoir. Des vêtements bon marché, au disque, en passant par les antiquités, au prix parfois vertigineux. Une balade aux puces, c'est traverser les siècles, remonter le temps. Restaurants, magasins, les puces font vivre plus de 3000 personnes. Ah, ça c'est chiant. Vous allez découvrir ce monde à part où les objets circulent, se vendent et se marchandent. Vous allez suivre ceux qui recherchent aux 4 coins de la France des trésors qu'ils revendent aux puces 2, 3 à 4 fois plus cher. Un univers particulier où il est parfois très difficile de faire le tri entre le vrai et le faux et où certains abusent aussi de la crédulité des clients.
Opus, quelques marchands ont fait depuis longtemps un pari, ne vendre que du haut de gamme. Et leurs affaires sont florissantes. Tous les matins sur ce stand, la journée commence par un drôle de manège. On aurait pu aller chercher la commode, Olivier. Ouais, oh, il va nous la faire déposer. Pour Olivier d'Iturbide et Benoît Fauquenot, c'est l'heure du grand déballage. Installés Opus depuis 20 ans, ces deux antiquaires vendent de tout. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de marchandises. Ça là, pardon. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. La mise en scène de tous leurs objets à l'extérieur de la boutique leur prend plus d'une demi-heure, car elle est très étudiée. Comme à Versailles, symétrie. J'aime la symétrie. Et si l'agencement ne relève en rien du hasard, c'est que ces antiquaires ont bien compris qu'il est un excellent moyen d'attiser la curiosité. Je vois pas comment je pourrais vendre mes coupes si je les pose en bas dans le bric-à-brac, posées comme ça en vrac. Oui, parce que moi je vends quand même beaucoup à des particuliers, il faut quand même leur pré-mâcher un peu le travail. On est là pour faire rêver les gens, on est là pour leur mettre en scène les objets. Et vous êtes sûr de vendre là ce matin? Non, non, on est sûr de rien. D'autant plus que le moindre objet dans leur magasin, c'est rarement moins de 1 000 €. Olivier et Benoît ont choisi de cibler des clients fortunés. Ils sélectionnent donc les objets qui plaisent à cette clientèle. Par exemple ça, voilà, une paire de statues 18e comme celle-ci, le client va pouvoir mettre ça dans un hall d'entrée, c'est voyant, c'est dans une jolie patine, c'est chic, mais c'est volumineux. C'est ce qu'on appelle de la grande décoration. Et apparemment, leur concept de grande décoration a beaucoup de succès, surtout auprès des touristes étrangers. Celui-ci est un peu dans le style de Bonnard, vous voyez. Bonnard, you know, the color of Bonnard. Il est à 50 000 €. The price is the same. This one is 50,000 €. Yes. And the Et small one is celui-ci qui est plus petit est à 3 800 €. So you're very Quel est votre meilleur prix sur les ballerines? 3 200 €. Je vais vous imprimer tout ça sur une petite fiche. Comme ça, vous aurez tout. Cette petite fiche, c'est une stratégie trouvée par les antiquaires pour avoir un maximum de chances de réussir leur vente. La photo, les dimensions et mon meilleur prix. Chaque client potentiel repart avec toutes les informations sur l'objet qui l'intéresse. Ils n'ont pas acheté, mais ils ont toute matière à réflexion. Et chez nous, ça marche très très bien parce qu'ils peuvent rentrer, admettons, là je pense que ça doit être des Hollandais ou des choses comme ça qui étaient là. Ils vont rentrer aux Pays-Bas, ils vont dire « Ah mais oui, c'est vrai que j'avais vu un tableau », ils vont ressortir la fiche, ils vont regarder leur mur, ils vont dire « Mais oui, ça », et puis ils vont nous rappeler éventuellement pour nous dire bah, « Écoutez, je vous achète le tableau ». Ça marche. Donc ça marche très bien. Le succès des puces repose aujourd'hui avant tout sur ses clients, ces touristes au portefeuille bien rempli. Une évolution vers le luxe et le haut de gamme assez étonnante pour un marché qui est né de la misère à la fin du 19e siècle. Car dans les années 1900, il n'y avait pas de boutique, pas d'eau, pas d'électricité, juste un immense terrain vague que l'on appelle la zone. C'est ici que vont trouver refuge les chiffonniers de Paris, appelés biffins. Ils fouillent les poubelles la nuit pour revendre ensuite leurs trouvailles. Les biffins récupèrent dans les poubelles de Paris d'humbles trésors qui sans eux seraient perdus. Vieux papiers, chiffons de revues, c'est par tonnes que se comptent les déchets encore utilisables qui sont d'abord triés par les ramasseurs. Chassés hors de Paris par souci d'hygiène, les chiffonniers s'installent autour des fortifications de Paris. Pas d'impôt à payer, la terre appartient alors à celui qui la prend. Tous les dimanches, ils déballent leurs marchandises à même le sol. En 1920, les premiers bâtiments en dur sortent peu à peu de terre. C'est la naissance du marché aux puces. Son nom viendrait tout simplement de ces petites bestioles qui fourmillaient alors dans la marchandise. Peu à peu, les chiffonniers cèdent la place aux brocanteurs. Pour les Parisiens, la balade aux puces devient la sortie du week-end. Un siècle plus tard,
En apparence, rien ne semble avoir vraiment changé. Parisiens, touristes, viennent toujours rechercher aux puces cette ambiance hors du temps. Officiellement, le marché est ouvert les samedis, dimanches et lundis. En réalité, toute une partie de l'activité a lieu un autre jour, loin des regards du public. Et c'est ce jour-là que souvent les prix s'envolent. Tous les vendredis à l'aube, les marchands Olivier et Benoît sont à pied d'œuvre. Bonjour. Hello. Bonjour les gars. Pourtant, ce jour-là, les puces sont fermées au public. Tu as vu ça? C'est un peu léger quand même. Ouais. L'esprit y est, mais la qualité est un peu moins. Cette matinée est en fait réservée aux seuls professionnels qui se revendent leurs marchandises entre eux. Nos deux antiquaires se fournissent chez ce type de brocanteur. C'est eux qui dispatchent les choses, les tissus pour le marchand de tissus, les objets en bronze pour telle personne. Enfin voilà, c'est un côté grossiste là. Et voilà comment, en quelques minutes, des objets peuvent passer d'un stand à l'autre. Ah, ça, c'est chic, ça. Devant la boutique de l'un de leurs confrères, nos deux antiquaires s'extasient. Ça, j'adore. Ça, c'est l'objet de curiosité. C'est le meuble de curiosité, ça, que la commode apporte. Et c'est cher? Ah non, 1400 € pour faire Il n'y a pas... Sur le mode de l'humour, la négociation s'engage avec leurs collègues. Tu nous prendrais 1200? 13, ça porte bonheur. Non, pas 13, 12. Non, je peux pas. Non, vraiment. Bon, allez, pour te faire plaisir, alors, je te l'achète. En 5 minutes, affaire conclue. Benoît vient de dépenser 1300 € pour ce vieux meuble sur lequel il a craqué. On appelle ça, là. On appelle ça, c'est une commode à porte. En fait, ça se présente comme une commode. Et quand on l'ouvre, c'est un buffet. C'est atypique et c'est un achat de coup de cœur. Et la commode ne va pas aller bien loin. Le stand des deux marchands n'étant situé qu'à quelques mètres de là. Mais cette distance va suffire à faire nettement augmenter son prix. 1 heure plus tard, une fois que le meuble est installé bien en évidence sur leur stand, il est affiché à 2800 €, soit un peu plus de 2 fois son prix d'achat. C'est en général le coefficient que ces marchands appliquent à leurs objets, même s'ils reconnaissent que ce principe est très aléatoire. Un antiquaire, ça fait du commerce. Ça achète un objet. Sur un objet, il va prendre 10% de bénéfices. Sur un autre, il va prendre 300% de bénéfices. Dans notre métier, il n'y a pas de règles comptables. On est là pour faire du commerce. On est revendeur d'occasion. On achète une chose et on essaye de la vendre au meilleur prix. Le week-end dernier, la commode a finalement été vendue 2400 €, soit un bénéfice de 900 € pour nos deux antiquaires. Et ce sont des étrangers, des Américains venus du Texas, qui ont craqué pour cette antiquité française. Cette clientèle étrangère, il ne faut surtout pas la rater lorsqu'on est marchand aux puces. Car elle est souvent peu regardante sur les prix et dépense encore beaucoup ici. Les plus gros acheteurs sont surtout des professionnels. L'un d'eux vient même du bout du monde pour dénicher les trésors de ce marché. Jeff Clark a parcouru plus de 16 000 km. Pour ce designer australien, les puces sont une mine d'or. Bonjour. Il vient ici 2 à 3 fois par an. Et quand il se déplace, il ne vient pas en touriste, mais avec son portefeuille d'homme d'affaires bien rempli. 2500. Nice price, best price. Avant d'acheter, l'Australien mène la vie dure aux marchands. Dans cette boutique, il a repéré 2 lustres et la négociation est serrée. 4000 les 3. 2000 possible? Non. 4000 le meilleur prix. Je peux pas faire moins. Mais les marchands savent qu'il vaut mieux trouver un terrain d'entente avec un tel client. La négociation est difficile par moments. Parfois, oui, mais nous connaissons monsieur depuis fort longtemps. D'accord. C'est un client. Un bon client. 20 ans, 25 ans. 25 ans, ouais. Les brocanteurs font des efforts
Parce qu'ils savent que Jeff Clark veut remplir 2 à 3 containers de marchandises et donc trouver des centaines d'objets. Voilà pourquoi cet autre marchand ne va pas le lâcher. Le chevet. Les glaces. Oh, c'est cher ça. Il faut 12 emplois. Ouais, je peux faire le mieux, je peux faire 11. Et par principe, tout l'intéresse. Le best. Ouais. Le lustre. Mais à condition d'en obtenir le prix le plus bas. C'est cristal. Hein. Je peux faire 7. Il est bien. Hein. Bien la qualité de ça. 1800. 18. Non mais viens voir la qualité, franchement. Le vendeur a beau lui sortir le grand jeu, l'Australien n'en démord pas. 1500. Il faut jouer. Je sais. 1600. Allez, let's go. 16. Quand quelqu'un fait un bordereau de déjà 8-10 000 euros, c'est déjà un très bon client. Sachant qu'il vient 2-3 fois par an, ça commence déjà à être des clients sérieux. Surtout quand, comme Jeff Clark, le client dépense sans compter. Vous avez une idée de ce que ça représente là, tout ce que vous avez acheté? Oui, j'ai déjà une vague idée. Et alors? Ça doit être dans les 20 000 euros peut-être? Plus de 20 000 euros dépensés en moins de 2 heures. En venant aux puces, une fois encore, Jeff Clark n'a pas perdu son temps. Demain. Ok, oui, mais demain je suis pas là. Bye bye, Jeff. Ok, bye. Thank you so much. Ces antiquités, achetées par dizaines, feront dans quelques mois le bonheur de ses clients en Australie. Pendant son séjour en France, Jeff Clark aura dépensé près de 100 000 euros et il n'est pas le seul étranger à faire ainsi son marché. En effet, 70% des objets vendus aux puces partent au bout du monde. Pour répondre à la demande de ses clients, comme l'Australien, les marchands de Saint-Ouen doivent sans cesse chercher de nouveaux articles à vendre. Et il existe tout un circuit d'approvisionnement en antiquités à travers la France. Un circuit d'abord réservé à ceux qui se lèvent tôt. C'est un étrange ballet qui se déroule au petit matin. Chaque fois, des dizaines de fourgonnettes et de camions convergent vers des lieux réservés aux initiés. À droite, à droite. Dans une de ces nombreuses ventes réservées exclusivement aux professionnels, organisées chaque semaine, partout en France. À Chartres, il y en a une chaque mois. Derrière cette barrière, 2 à 3 000 antiquaires acheteurs, dont de très nombreux puciers. Et de l'autre côté, plusieurs centaines d'antiquaires et de brocanteurs exposant cela. Une vente organisée selon un rite très précis. Aucune marchandise ne sort des camions avant 8 h du matin. Qu'est-ce que vous vendez? Difficile d'avoir un indice sur ce qui va en sortir. Rien de défini, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans la semaine. Bonjour François, voilà. T'as fait bonne route? Pas trop embêté par la neige? Non, pas du tout, hein, merci. Hein. Dans les camions, les objets qu'ils ont dénichés cette semaine, partout en France, dans des salles de vente ou auprès de particuliers, notamment lors de successions. 8 h, les barrières sont ouvertes. Tous les acheteurs se ruent vers les stands. Comme Simon Sfez, un antiquaire des puces de Saint-Ouen. Il doit aller vite pour dénicher les belles pièces avant ses concurrents. Le matin, il faut être rapide. Donc en fait, je vais assez vite et je repère s'il y a quelque chose qui me plaît, quoi. Par le maximum, en fait. Ouais. Tu vois, plus t'en vois, plus t'as de chance de trouver quelque chose. Mais là, tout n'est pas encore sorti des camions. Ils déballent tout au fur et à mesure. Donc en fait, ça déballe pendant plus d'1 heure d'affilée. Simon, c'est un spécialiste des cadres anciens. C'est ce qu'il est venu chercher à Chartres. Et un modèle lui a tout de suite tapé dans l'œil. Il est beau? Ouais, il est pas mal, c'est un cadre Louis XIV. Je peux te faire une offre dessus? Oui. J'aimerais 600, pas plus. Non, non, ça va pas. C'est quoi ton meilleur? 750. Alors? Non. Pour le moment, Simon n'achète pas. C'est une belle pièce, mais à 750 €, il estime qu'il ne gagnera pas assez à la revente. Sur ces déballages entre marchands, Simon n'est jamais seul. Il y a toujours son petit frère Albert. Comme j'ai pu, je suis désolé, je suis arrivé. Je viens d'arriver. Lui aussi antiquaire aux puces. Albert est un peu en retard, mais il va vite se rattraper. À la différence de son frère Simon, il ne recherche pas les cadres, mais les tableaux. Et c'est un bouquet, mais un bouquet très ancien. Ça se voit tout de suite.
Les deux frères ont appris les ficelles du métier avec leur père brocanteur. Et grâce à leur savoir-faire, ils savent repérer les objets qui vont leur permettre de gagner plusieurs milliers d'euros en quelques heures. Chacun dans leur domaine, ils appliquent la même stratégie d'achat. C'est difficile de trouver le tableau parfait quand même. Non, pas le tableau parfait, le tableau où on peut gagner sa vie, ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour gagner leur vie, il leur faut tout simplement acheter des objets vendus moins cher que ce qu'ils valent, même s'ils coûtent déjà une petite fortune. Albert, par exemple, semble avoir le béguin pour cette élégante. Il vaut quoi votre tableau? Pardon? Il vaut quoi le tableau? 1200. 1200 € tout de même, ça paraît considérable. Ouais, ça il est beau. Il est beau hein, comme tableau. Hein. Il est très beau. Il fait rappeler aux impressionnistes, aux post-impressionnistes. Il est vraiment très beau comme tableau. Malgré son prix élevé, Albert est très intéressé par ce tableau d'époque impressionniste. Car en fait, il sait que ça vaut davantage. Alors, il va négocier avec le marchand. Ouais. Vous pourriez faire combien au mieux du tableau? Oh, ça va se terminer, vous allez gagner 100 €, mais pas plus. Hein. Ah bon? Albert obtient 100 €, mais il ne s'arrête pas là. Et ça pourrait pas faire 900 ans, c'est pas possible? Non? Albert essaie d'obtenir 300 € de rabais. Le marchand refuse, alors il tente un dernier coup. C'est mérité, c'est pas un prix en l'air, c'est mérité. On coupe la poire en deux, on fait. Bah oui, oui. 200 € d'économie, le tableau lui coûte au final 1000 €. Enfin, vous savez marchander, mais vous voulez faire une affaire, là, vous en rendez pas compte. Non, mais il est beau comme tableau. Ah oui, il est beau, bah, il va bien avec vous. Vous avez vu la coupe que j'ai? C'est à vous. En moins de 5 minutes, Albert a décroché une œuvre avec laquelle il espère bien gagner sa vie. Simon, lui, c'est la jouer tactique. Il revient à la charge pour le cadre Louis XIV à 750 €. Plusieurs minutes se sont écoulées depuis son premier passage et du coup, le prix du cadre devrait avoir baissé. Fais toujours pas un petit effort sur le cadre? 650 là si tu veux. Honnêtement, c'est correct, c'est pas le plus beau des modèles non plus. Il est élégant, mais c'est pas. Je sais, mais c'est déjà parti, c'est Non, parce qu'il n'y a personne ce matin. Je peux te dire qu'il y a des matins où il serait parti au plus je demandais. Bon, je vais te le prendre à 700. Rapidité, sens tactique, œil d'expert, cela permet aux deux frères d'acheter sans prendre de trop gros risques. Cette fois encore, Albert croit dénicher une œuvre qui peut lui rapporter gros en la revendant aux puces. Ça vous plaît? Moi j'aime bien. C'est bien fait. Bon, c'est une belle touche impressionniste. Ah, puis de toute façon, à 300 €, je risque rien. Quand il pense qu'il ne risque rien, Albert sort son chéquier. Il mise 300 € sur ce tableau oriental. Même si cette fois, il n'a pas pris la peine de le regarder dans les moindres détails. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Tu veux une facture ou pas? Ah oui, je veux bien. Par contre, tu laisses tes coordonnées, je sais pas mon facturier, je t'envoie. C'est souvent comme ça lors de ces ventes entre professionnels. Les deux frères misent gros et déboursent tout de même chacun 1500 € en moyenne. Je passerai vous voir à votre boutique. Vous voyez, à la fin, on se transforme un peu en âne, quoi. Et ils ne peuvent que parier sur les profits à venir. Alors, est-ce qu'Albert et Simon ont vraiment fait de bonnes affaires? Retour aux puces de Saint-Ouen pour les frères Sfez. Albert et Simon ramènent la marchandise pour l'évaluer au grand jour dans leur magasin, au marché Dauphine pour Simon. Et pour les deux frères, le bilan des courses n'est pas identique. Alors celui-ci, je pense que vous le reconnaissez, c'est celui qu'on a acheté ensemble à Chartres. Simon sort 9 cadres du coffre de sa voiture. Et il y en a un avec lequel il compte faire une très très bonne affaire. C'est ce tableau religieux représentant le dernier repas du Christ, la Seine. C'est la Seine, c'est ça? Voilà, c'est la Seine, mais là, la peinture en elle-même n'a pas grand intérêt. Ce n'est pas ce tableau qui intéresse Simon. Il s'agit d'une toile censée avoir une centaine d'années
qu'il a acheté 150 €. C'est pas d'une grande qualité, non, je parle que du pain. Mais le cadre marron qui l'entoure lui semble beaucoup plus digne d'intérêt. Il n'a pas l'air très joli non plus, mais le spécialiste en cadre est persuadé que cette peinture marron cache un vrai trésor. Car selon lui, c'est un modèle de cadre qui n'a pas 100, mais bien 400 ans. Voilà, le cadre, lui, est 17e. Ça, comment vous voyez que c'est un cadre du 17e? Assez tôt dans le 17e, on le voit déjà à la façon dont le bois est taillé à l'arrière, au montage. Et surtout, il y a un petit détail sur ce modèle qui permet à Simon de rêver à une très belle plus-value. J'ai vu la dorure en dessous. Quand je l'ai acheté, tiens, regardez, par exemple là, vous voyez? Ouais, voilà. Là il y a de la dorure dessous. Voilà, là vous voyez la vraie dorure. Simon espère retrouver la dorure initiale du cadre lorsqu'il aura enlevé toute la peinture. Voilà. Si on achète un cadre comme ça et qu'on ne récupère pas la dorure, il n'a pas un grand intérêt en fait pour les amateurs. Simon a besoin d'une journée de travail pour le savoir, alors que pour son frère, le diagnostic des achats va être très rapide. Albert, c'est un débutant à Saint-Ouen. Il s'est installé il y a moins d'1 an dans une boutique de la rue des Rosiers, à une 50aine de mètres de son frère. Cet ancien restaurateur de tableaux espère au puce réussir comme antiquaire. Moi, je suis arrivé à Clignancourt, donc qu'est-ce que je veux dire? Dans son petit magasin, il vend des toiles, un peu de tous les styles. Donc à la fin, je lui ai dit, Madame Totti, réglez le problème au plus vite, je veux pas... Son tableau oriental, il espère l'écouler rapidement, au prix de 800 €. Mais lorsqu'il le regarde de très près, ce qu'il va découvrir n'est pas réjouissant. C'est étonnant. C'est la petite surprise, ce que j'avais pas vu sur la foire. Voilà. C'est quoi la surprise? Ben, c'est les chocs. C'est les chocs que j'avais pas vus quand je l'ai acheté. Effectivement, sur cette peinture sur bois, il y a une quantité de petits éclats qui l'endommagent. C'est mal engagé pour sa vente et la plus-value de 500 € qu'il comptait faire sur ce tableau. Heureusement pour Albert, l'autre toile, celle de l'élégante, s'est déjà vendue par téléphone avant même d'arriver dans sa galerie. L'autre, je l'ai déjà vendu. Ah, vous l'avez déjà vendu? Et comment vous l'avez vendu? Eh ben, je l'ai vendu par photo. Et donc vous n'avez pas besoin de l'amener dans votre boutique? Il est déjà vendu? Ah oui. Vous l'avez acheté? 1000 ans. Et je l'ai revendu dans l'état, c'est-à-dire j'ai rien fait dessus. Je l'ai pris, je l'ai déposé et je l'ai revendu 1600 €. C'est un joli coup. Bon, c'est... disons que ça... Oui. 600 € de bénéfice tout de même. Mais en matière de jolis coups, Albert a encore à apprendre de son grand frère. Quand on entre dans sa boutique, où il n'y a que des cadres vides, on a peine à croire que Simon possède la marchandise pour bien gagner sa vie. Pourtant, sur ses murs, il dispose de petits trésors. Un modèle assez rare. Il y a aussi la paire de cadres espagnols, là, qui sont des modèles aussi tout début 17e. C'est une paire qui vaut à peu près 5000 €. Donc on est à 2500 € pièce. C'est quand même des pièces très rares, très belles. Simon est aussi très fier de ce cadre qu'il a trouvé dans un déballage de province, acheté 150 € seulement. C'est un cadre de plus de 300 ans qui porte la signature d'un grand ébéniste. En fait, il y a EL, donc Émile Louis, un froid et le tampon de Jurande ici. Donc des jurémètres ébénistes. Donc c'est un cadre qui est tout en chêne et qui est bon Louis XVI d'époque. Et ça, vous l'avez vu à l'achat, cette estampille? Oui. Et le vendeur savait? Non. Il fallait avoir l'œil. Il fallait avoir l'œil. Donc ça, vous le vendez combien, ce cadre? Bon, je vais essayer d'en avoir à peu près 1500 €. Sur ce cadre, le bénéfice de Simon paraît très élevé. Mais en fait, s'il affiche de tels tarifs, c'est qu'il a sur la plupart de ses cadres un vrai travail de restauration à effectuer avant de les vendre. Sur le cadre qui entourait le tableau La Seine, par exemple, Simon a tout de même 4 à 5 jours de travail. Pour le vendre au meilleur prix, il doit remettre son cadre dans un état très proche de son apparence initiale. Simon a donc bien sûr enlevé toute la peinture marron, il a rebouché tous les éclats, et pour finir, il s'attaque à la dorure.
un peu de colle et surtout de la feuille d'or, qu'il s'agit de poser délicatement. Ensuite, il devra encore la patiner pour qu'elle retrouve un aspect ancien et uniforme. Tout ce travail de restauration, c'est ce qui va justifier le nouveau prix du cadre. Souvenez-vous, il l'avait acheté 150 €. Celui-là, vous m'avez dit que vous vouliez le vendre combien à peu près? Environ entre 2500 et 3500 €. Voilà, pour une fourchette large en fait. S'il le vendait 3000 €, ce serait tout de même 20 fois sa mise de départ. Un énorme profit, réussi grâce à son œil d'expert à l'achat et son savoir-faire de restaurateur. Mais Simon n'a pas encore fait le plus difficile. Non, je ne veux pas vous déranger. Bonjour, monsieur Mauvalier. Pour vendre un cadre ancien, il faut aussi de la chance. Et ça n'arrive pas tous les jours. Regardez l'intérieur, j'ai peut-être... La clientèle de Simon, ce sont des passionnés d'art et des marchands de tableaux comme ce monsieur. Alors en gorge, qu'est-ce que j'ai en jolie gorge? Lorsqu'ils arrivent dans sa boutique, ils ont en tête un modèle d'une époque précise et surtout ils ont les dimensions exactes de leur tableau à encadrer. Est-ce que c'est au format? Ça se joue au centimètre près. Oui, ça me semble un peu court. Il lui faut 60 cm sur 40. 56 à la vue. Ah non, c'est 60. Ah oui. Ça, 2 cm, c'est trop. En largeur, c'était bon. Hein. Ah ouais, dommage. C'est ça, on a... C'est raté. Malgré les centaines de cadres qu'il possède, Simon n'a pas la perle rare qui conviendrait au tableau de ce monsieur. Et 9 fois sur 10, c'est la même chose. J'ai l'impression que c'est super compliqué de trouver un bon cadre. Vous voyez, pourtant il en a. Ça, c'est toujours difficile de trouver la bonne époque, faut l'époque, le modèle qui va avec le tableau, avec l'ambiance, le bon format. Simon arrive tout de même à vendre une centaine de cadres par an, en moyenne. Alors maintenant, voilà, donc ça c'est la vraie dorure d'origine. Cela lui rapporte, tout frais déduit, environ 2000 € net par mois. Simon réussit à gagner sa vie. Certains antiquaires, eux, font beaucoup mieux. Ils parviennent à gagner énormément d'argent avec leurs objets. À l'autre bout du monde, l'Australie. Comparé à notre vieille Europe, ce pays s'est construit très récemment. Un continent sans histoire qui se passionne pour celle des autres. Cette particularité en fait l'une des destinations privilégiées pour les antiquités des puces. À Sydney, c'est sur ce créneau que Geoff Clark, notre acheteur en gros, a tout misé. Il y tient une immense galerie de décoration, plus de 1000 mètres carrés. Dans sa boutique, il vend tout le mobilier nécessaire à l'aménagement d'une maison. Et un peu partout, on y trouve ces vieux objets qu'il importe des puces. Presque tout vient de France dans cette partie du magasin. Ces pièces retrouvent ici une seconde vie. Ça, ce chapiteau d'une colonne, je l'ai acheté aux puces. Juste cette pièce-là. Et en Australie, on a créé un pied très contemporain, très épuré. Et on en a fait une lampe. Un travail de transformation qui lui permet de revendre ensuite ces objets beaucoup plus chers. Nous la vendons 1850 €. J'ai dû l'acheter aux puces dans les 30-40 €. Même chose avec ces chaussures anciennes, achetées 20 € aux puces. Une fois montées en lampe, elles sont affichées à 1950 $, soit 1500 €. Mais certaines pièces, comme ce canapé, sont aussi laissées dans leur jus. Ce canapé Chesterfield, j'étais vraiment content quand je l'ai trouvé. Il vient des puces de Saint-Ouen. Le cuir a vraiment une couleur particulière, une patine très rare. Un canapé qu'il revend entre 3 et 4 fois le prix auquel il l'a acheté en France. Et visiblement, les Australiens sont particulièrement sensibles à ces vieilleries venues d'Europe.
Ça, c'est une chaise qui peut raconter tellement d'histoires. Elle porte tous les souvenirs des personnes auxquelles elle a appartenu. C'est un hommage au passé. Nous aimons vraiment ces objets parce que nous n'avons pas une histoire aussi ancienne ici. Nous n'avons pas d'objet qui ait plus de 200 ans. Ces antiquités sont très rentables pour Jeff, car ces pièces anciennes, qui représentent 60% de sa marchandise, lui permettent surtout de valoriser le reste de son stock. Ces articles anciens sont mélangés avec toutes sortes d'autres objets. C'est notamment le cas pour ce canapé. Il semble très vieux, ce n'est qu'une impression. En fait, il est neuf. Et il est fabriqué comme si c'était du vieux. On a taché le tissu à l'usine. Et les coussins, qui étaient superbes au départ, on les a mouillés. On a mis du café dessus, qui a fait ses taches. Et maintenant, ça fait vieux. Son prix, 4 250 $, soit plus de 3 200 €. L'avantage, c'est que tous ces meubles fabriqués en Asie lui reviennent bien moins cher que ceux qu'il a chinés en France. Il n'y a pas de restauration. Ils peuvent être mis en vente dès qu'ils sortent du conteneur. Grâce à ce savant mélange de vraies et fausses antiquités, le designer australien réalise plus de 100 millions € de chiffre d'affaires par an. Son prochain passage aux puces est déjà très attendu, car les bons clients comme lui se font quelque peu rares ces temps-ci. Le marché a beau paraître éternel, il subit depuis plusieurs années une concurrence féroce et surtout multiple. Celle tout d'abord de fabricants copiant des meubles anciens, comme dans cette boutique Art Déco, où le mobilier se vend 4 à 5 fois moins cher que les antiquités. Mais surtout, les objets anciens s'échangent désormais sur Internet. Tous les sites d'annonces et de vente entre particuliers, comme eBay ou Le Bon Coin, en proposent régulièrement, à des prix fracassés par rapport à ceux des antiquaires de Saint-Ouen. Par exemple, cette table lumineuse qu'un pucier vend 3 000 €, nous l'avons trouvée en vente sur un site d'annonce, moitié moins cher. Du coup, cela devient difficile pour nombre d'antiquaires de bien vivre de leur commerce aux puces. Cet hiver, Albert Sfez n'est pas dans une spirale euphorique. Il s'est lancé dans la restauration du tableau oriental qu'il a acheté à Chartres. Ça risque de lui coûter cher. Mais son principal souci, c'est surtout de trouver des clients. Et en ce moment, ils se font rares. Depuis ce matin, vous avez fait combien de ventes? Aucune. Mais alors, pourquoi en fait Parce que il n'y a pas grand monde. Vous voyez, hein, de toute façon, vous êtes venu ce matin, vous êtes là cet après-midi. Vous avez vu que depuis que vous êtes dans la boutique, il n'y a personne qui est rentré. Eh ben, y a des périodes comme ça où il y a vraiment complètement personne. Et ça vous pose la question de la rentabilité de la boutique? Ah bah bien sûr. Et je lui ai dit que c'était pas... Démarrer aux puces, ce n'est pas évident. Pour Albert, la rentabilité commence à partir de 3 000 € de chiffre d'affaires. Une somme qui couvre tous ses frais fixes, dont son loyer de 1 300 €. Vous voulez que j'enlève? À 17 h, petit espoir. Une première cliente est entrée dans son magasin. Il y a une trace de signature qui n'est pas lisible, qui est sur le côté, on le voit. Hein. Et un tableau a retenu son attention. Selon Albert, c'est une œuvre de valeur. Il va en faire l'article. Moi, j'aime beaucoup comment il a été fait. Hein. Il y a une belle main, il y a des belles couleurs. Voilà. Pour moi, c'est une école portugaise. Et j'en veux 1 800 €. D'accord. Voilà. Parce que j'ai une amie qui cherche un tableau, justement, et je viens de le voir, donc c'est pour ça que j'ai trouvé très sympa. Ouais. C'est pour une amie, et ça mérite réflexion. Albert est un peu à court d'arguments. Vendre une œuvre, ce n'est pas si facile. C'est très gentil à vous. Au revoir, il n'y a monsieur. pas de quoi, madame. Bonne soirée, au revoir. Pour séduire un client, il faut surtout lui raconter une belle histoire. Et parfois, Albert manque un peu d'informations. Comme par exemple, avec ce tableau sur lequel il a mis la main. Une toile qu'il attribue à un peintre des années 30.
Selon lui, 1 mètre de l'art brut, mais il n'est pas très précis. Et vous pensez que ça pourrait être un grand nom de la peinture qui fait ce tableau? Bah, disons que ça pourrait être un grand nom. Vous savez, le tableau, c'est millimétré. Hein. C'est-à-dire qu'à 1 millimètre près, ça peut être bon, à 1 millimètre près, ça peut ne pas être bon. Disons que celui-ci, il a le potentiel pour être un grand tableau. Albert se met à rêver que sa dernière trouvaille, achetée 1 500 €, soit une œuvre d'un peintre de renom. Des gens qui sont très connus, comme Bernard Buffet, comme Jean Dubuffet, comme Oscar Dominguez, comme Miro. Finalement, il n'a aucune certitude sur l'identité du peintre. Il va se lancer dans des recherches pour essayer de trouver l'auteur de son tableau. Le problème, c'est que ce genre d'imprécision est monnaie courante aux puces. Les antiquaires vendent des tas d'objets dont ils ignorent l'histoire ou la provenance. Pire, le parcours de certaines œuvres est impossible à reconstituer et à tracer. Tout cela a fini par jeter une certaine suspicion sur le marché. D'autant que certains sont carrément accusés de contrefaçon. Et il ne faut pas chercher bien longtemps pour s'en apercevoir. Pour parvenir à distinguer une antiquité d'une contrefaçon, nous avons fait appel à un expert en objets d'art, Gilles Perrault, un spécialiste des sculptures en bronze. À son palmarès, l'étude dans son laboratoire de plus de 500 Rodin. Voilà, celle-là. Cette photo, où on le voit au travail, date d'une saisie de contrefaçon en 1999. Il y avait 2500 scellés et sur les 2500, on a bien dû saisir 2000 pièces fausses. Et on sait qu'il y en a 2000 qui sont encore dans la nature. Fort de son expérience, il a accepté de nous accompagner à Saint-Ouen, en caméra cachée, pour nous permettre de décrypter les discours d'éventuels marchands peu scrupuleux. Et quand il arrive dans une boutique, d'un seul coup d'œil, Gilles Perrault parvient à évaluer la qualité des objets. C'est bon. Ouais, c'est joli, hein. Non, c'est bon, hein. Tout est bon. Dans un autre magasin, notre expert est intrigué par des colonnes très clinquantes, appelées des torchères. C'est bien. C'est les torchères de Versailles? Exact, c'est la copie, ils ont 100 ans. Ah, ils ont 100 ans? Ça, c'est du bronze, les autres sont en bois de Versailles. Ils pèsent 300 kg pièce. J'ai une suite de 4. J'ai les certificats et tout. D'après le marchand, ces colonnes seraient donc centenaires. Et il semble connaître très précisément l'origine de ces pièces étonnantes. Je les ai achetées dans un château. C'est une personne qui voulait la réplique de Versailles. Oui. Il a fait des demandes auprès du gouvernement et de Versailles. Ils ont autorisé d'en faire une suite de 4. Le problème, c'est que pour un néophyte, impossible de savoir si cette belle histoire est bien réelle. En tout cas, elle lui sert à justifier le prix exorbitant auquel il vend ses colonnes. Je fais 500 000 les 4, mais 400 000 je suis vendeur aussi. Une histoire compliquée à vérifier pour un amateur, c'est déjà un problème. C'est plus embêtant quand il y a soupçon de contrefaçon, ce dont nous allons nous apercevoir. Car avant de devenir expert, Gilles Perrault a été restaurateur d'art, notamment au château de Versailles. Ces torchères, il connaît donc très bien leur histoire. En 1979, le château de Versailles décide de restaurer la galerie des glaces. À cette occasion, de nouvelles colonnes sont commandées. Des moules sont donc créés pour réaliser ces reproductions. Le problème, c'est qu'à l'époque, ces moules ont été copiés. Le moule a été détourné sans autorisation et est allé dans une fonderie et a servi à faire des fontes en bronze. Et les torchères que nous avons vues sont des torchères qui ont été fondues d'après ces moules, ce qui fait qu'on peut laisser croire qu'elles ont 200-300 ans d'existence, ce qui est tout à fait faux. Elles ont été faites après 81. Et ça, vous en êtes certain? J'en suis certain, puisque j'étais au château de Versailles et moi-même j'ai participé à l'élaboration du moule. Donc je sais très bien que ces torchères sont issues de ce moule-là. Les torchères des puces sont donc des faux, des pièces très récentes, vendues comme des antiquités. Dans une autre boutique,
C'est une sculpture en bronze qui a attiré le regard de notre expert. Wow, j'ai pas vu lui, un âge d'airain. Ah, c'est ça, c'est Rodin. Une reproduction d'une œuvre de Rodin, l'un des plus grands sculpteurs français. On peut le voir. Et le marchand semble pressé de la vendre. Ouais. Mais ça vaut combien, ça? Si c'est votre intérêt, je vous fais une affaire parce que je voudrais s'en débarrasser de cela. Parce qu'en plus, il est signé Rodin. Ah bon, ou ça? Oui, devant. La présence de cette signature sur cette reproduction paraît surprendre notre spécialiste. Il nous en reste une, donc il l'avait signé Rodin, c'est un jeune qui est bon. On n'a pas voulu refondre. Trouver au puce une sculpture portant la signature de Rodin, c'est assez incroyable. Nous décidons de l'acheter. Alors, elle fait 1650. Ouais, non. Moi, je peux vous la laisser pour un prix dérisoire. Qu'est-ce que vous appelez un prix dérisoire? Je peux vous faire 50% dessus. Si c'est payé en espèces, ça fait 825 euros. Nous l'obtiendrons finalement pour encore moins cher, 500 euros seulement. De retour à son cabinet, avec la fameuse sculpture signée Rodin, notre expert est à nouveau dubitatif. Je ne sais même pas ce que c'est comme alliage. Il doit y avoir de l'étain dedans. Ça doit être jaune parce qu'ils ont mis un peu de cuivre, mais c'est beaucoup d'étain là-dedans. C'est pas possible. C'est une cochonnerie monumentale. C'est pas du vrai bronze. Bon, celui-là, vous le passez pas au laboratoire, alors? Ah, c'est même pas la peine. On peut toujours faire des analyses, mais c'est un faux manifeste. Mais au-delà de la médiocrité de l'objet, ce qui pose vraiment problème, c'est la présence de cette fameuse signature. Si c'était marqué d'après Rodin, d'après le modèle de Rodin, ce serait pas très important. Mais comme là, c'est estampillé, c'est gravé sur la terrasse à Rodin avec la même signature que Rodin. Pas une signature fantaisiste, mais c'est la même. Là, on peut parler de contrefaçon. C'est un acte délibéré, si vous voulez, de vendre un faux. D'autant plus que même sur la facture fournie par le marchand, l'objet est décrit comme étant signé par Rodin. Pour pouvoir être vendu en toute légalité, cette sculpture devrait en fait porter la mention reproduction en lieu et place de cette signature. Et le plus incroyable, c'est qu'avec cette prétendue statue de Rodin, l'escroquerie va encore plus loin. Quelques jours plus tard, nous nous sommes à nouveau rendus dans la boutique des puces pour nous assurer que cette sculpture était bien la dernière et n'avait donc pas été remplacée par un clone. Pas de nouveau Rodin en rayon ce jour-là, mais le vendeur nous invite à nous rendre dans son entrepôt à une 50aine de kilomètres de Paris. Là où 2 jours plus tard, nous allons faire une nouvelle découverte étonnante. Bonjour. Nous y retrouvons le même vendeur qu'aux puces. Parmi des centaines de statues en bronze, l'homme va nous dénicher ce que nous lui avons demandé. L'âge d'airain. Et alors qu'en magasin, il nous avait assuré que c'était son dernier exemplaire portant la signature de Rodin, il fait moins lourd. ce modèle-là est également signé du maître. Il semble sorti du même moule que celui que nous avions acheté quelques jours plus tôt. Il a en tout cas les mêmes défauts apparents. Il y en a qui sont encore plus jaunes. Je lui demandais combien. Le vendeur est tout de même gêné. Lorsque nous lui demandons le prix du prétendu Rodin, il part en parler à son patron. 2 minutes plus tard, il revient avec l'information. Et ça même prix, 580. D'accord. Et sur celui-ci, il ne peut pas vous vendre comme ça, il faut qu'il enlève la signature. Le prix est désormais de 580 €, mais cette fois, il n'est plus question de nous vendre l'âge d'airain signé Rodin. Méfiant, il souhaite éliminer la signature avant de nous vendre la statue. C'est la signature qui correspond à quoi, ça? C'est quoi comme signature? Celle-ci, c'est Rodin. Ouais, Rodin. Voilà. D'accord, ok. Ah, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser... Alors, pour éviter des ennuis judiciaires, il va faire enlever la signature en employant les grands moyens. Un chalumeau. Et pour la finition, un coup de cire. D'accord. Ces vendeurs savent bien qu'ils n'ont absolument pas le droit de vendre ces pièces portant la signature de l'artiste. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait avec nous une semaine plus tôt aux puces. Des contrefaçons
des objets dont on ne connaît pas la provenance et des prix parfois fantaisistes. Voilà aussi pourquoi certains clients se détournent des puces et s'orientent vers de nouveaux concurrents, notamment sur Internet, qui font la promesse de vendre des objets d'art authentiques à des prix garantis par des experts. À Paris, près des grands boulevards, le siège d'Expertissime. Une start-up créée il y a 5 ans par 2 jeunes entrepreneurs passionnés d'art. Leur idée est simple, la plupart des gens ne connaissent pas la valeur véritable des objets anciens, d'où leur réticence à en acheter. Des choses en 18 carats, des bijoux en 24 carats. Sur ce site, tout est donc expertisé avant d'être vendu. Et ça marche. Ces nouveaux acteurs portent un rude coup aux puciers. Voici un petit aperçu de leur stock. Ils vendent jusqu'à 40 objets par jour et touchent une commission sur chaque transaction. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vaisselle. Alors chaque jour, c'est un défilé de vendeurs, attirés par la promesse d'une expertise fiable pour leurs objets. Souvent, on leur apporte des pièces incroyables. Et c'est le cas de ce jeune homme. Un commissaire-priseur le reçoit. 2 seaux, je ne sais pas ni combien ça vaut, ni ça a un quelconque... S'ils ont un quelconque intérêt à être vendus. Voilà. Alors celui-ci, je crois, fin du C'est Clermont-Tonnerre, ça. À vrai dire, c'était un peu son cachet courant. Hein, pour les choses un petit peu plus prestigieuses, on les faisait en argent, en or, en ivoire. Ça vaut pour le petit, peut-être dans les 200-300 €. Et puis pour le gros, peut-être dans les 500-600. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de son estimation ? Je pense que c'est une estimation qui est juste. Face à un expert, ce jeune homme se sent plus en confiance que face à un commerçant, car il se méfie des marchands qui ont intérêt à lui acheter ces objets moins chers. Pourquoi vous vous adressez à cette société et pas aux puces ou ailleurs, par exemple ? Je pense qu'en m'adressant à quelqu'un qui est susceptible de servir son intérêt, ça permet de s'arranger en fonction de son intérêt personnel et non pas en intérêt du vendeur. Là, on défend mieux vos intérêts, en fait. Je pense, tout à fait. Et comme son estimation lui convient, il décide de vendre les 2 seaux sur le site. Ce jour-là, il a aussi apporté un autre objet un peu plus difficile à estimer en 2 minutes, ce livre ancien. Alors c'est un manuscrit, vous m'avez dit, avec une reliure ancienne. C'est sur vélin. Il s'agit d'un manuscrit sur une peau de veau, une pièce rare. Et c'est un livre probablement du 15e. C'est quelque chose de famille aussi. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est religieux, c'est un rapport avec la liturgie catholique en tout cas, je pense. Cet objet dépasse un peu les compétences du commissaire-priseur généraliste. C'est quand même quelque chose de très pointu pour lequel on a besoin de se faire assister d'un expert en documents anciens. Près d'une fois sur 2, le généraliste préfère passer la main à un expert spécialisé. Quelques jours plus tard, le jeune homme aura son estimation. Son manuscrit vaut 10 000 €. Pour être sûr de ne jamais vendre de contrefaçon, ils ont donc un garde-fou. Ils font appel à des pointures du secteur, comme cet expert en bijoux et joaillerie, qui fait le tri entre les différents objets. Car le risque existe. Chaque année, 5% des objets apportés par les vendeurs sont des faux. La jeune entreprise a réalisé l'an dernier 5 millions € de chiffre d'affaires. Du coup, face à cette concurrence, les puces sont obligées de se réinventer. Car l'âge d'or du marché, cette époque où les clients fortunés achetaient à n'importe quel prix, sans même négocier, est révolue depuis bien longtemps. Il faut trouver autre chose pour attirer le public. Un festival de jazz a été créé, une façon de dynamiser l'image des puces et de recruter une clientèle plus diversifiée. Cet automne, c'est un designer branché, Philippe Stark, qui a ouvert son propre restaurant au milieu des puces. Et dans quelques semaines,
l'enseigne de mobilier Habitat y lancera sa boutique de meubles vintage. Autant d'initiatives censées permettre de raviver la flamme du plus grand marché d'antiquités au monde.